Et pour en parler avec nous autour de ce plateau, le général François Chauvency, consultant en géopolitique, bonjour. Avec nous également Christian Maigrelis, ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev et auteur du naufrage de l'Union soviétique à l'Intercontinental Édition. Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, bonjour. Gala Ledieu, femme d'affaires ukrainienne originaire du Donbass, si je ne m'abuse, c'est bien ça? Merci, femme d'affaires française. Française, d'origine ukrainienne. Et également Michel Rumi, vous étiez avec nous tout à l'heure. Vous restez avec nous, économiste et professeur à Sciences Po. Une première question d'abord. Quand on voit ce qui se passe sur le blé ukrainien, cet accord qui a été signé, on se dit que tout de même, c'est une première réussite de la diplomatie. Enfin, on arrive à quelque chose de très concret. C'est le blé, ce n'est pas militaire, mais c'est tout de même une réussite diplomatique. Une réussite diplomatique turque. Ça fait des mois que la Turquie essaye d'obtenir cet accord et ils viennent de l'obtenir. Il y avait eu des négociations, souvenons-nous-en, avec la France, puisqu'il y avait été aussi question que la France pousse une résolution onusienne, ça n'avait pas abouti. Donc ça fait déjà plusieurs semaines que les Turcs négocient de manière triangulaire, avec les Ukrainiens d'un côté et avec les Russes de l'autre, sous l'égide des Nations Unies. C'est un accord qui est important, mais qui est un accord important non seulement pour les Ukrainiens, mais pour les Russes, car les Russes ont obtenu ce qu'ils n'avaient pas pu obtenir jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de sanctions concernant les produits agricoles. Donc ça leur permet aussi d'exporter la production agricole, la production d'engrais qu'ils ne pouvaient pas exporter, notamment vers le continent africain. C'est une lueur d'espoir, certes. C'est important que ce soit sous l'égide des Nations Unies. Mais encore une fois, c'est une grande victoire diplomatique du président Recep Tayyip Erdogan. Vous partagez cet avis, général ? Oui, et puis moi je pose toujours la question, quand il y a un intermédiaire, qu'est-ce qu'il a gagné ? C'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup posé la question jusqu'ici. On a vu des deux parties, Ukraine-Russie, mais la Turquie. Il faut être concret, et il a ça forcément gagné quelque chose. Alors c'est pas encore très discernable. Bon, moi j'aimerais faire une petite remarque avant quand même. Je regarde les négociateurs. D'un côté, on a un ministre, je dirais, civil pour l'Ukraine, et de l'autre côté, on a un ministre de la Défense russe qui traite des questions agricoles. Et je pense que l'image n'est pas anodine. Si d'un côté, on a un ministre de la Défense qui fait les négociations, et de l'autre côté, alors je crois que c'est le ministre de l'Agriculture, si j'ai bien retenu, voilà, c'est une image assez particulière. Voilà. Maintenant, sur ce qui se passe là, oui, c'est une victoire pour M. Erdogan. Mais M. Erdogan a cette ambiguïté depuis des années dans son positionnement. D'abord parce qu'il a un positionnement géographique, ne l'oublions pas, qui le rend incontournable. Il a une politique étrangère très agressive. On pourra faire la liste de tout ce qu'on peut lui reprocher, oserais-je le dire. On voit aussi qu'il y a des tensions régulièrement avec la Russie, mais qu'ils arrivent toujours à s'arranger, les deux pays arrivent à bien s'arranger. Et puis finalement, pour clore là-dessus, pensons que Poutine et Erdogan, tous les deux sont au pouvoir depuis les années 2000. Donc en gros, l'un et l'autre ont plus de 20 ans de pouvoir. C'est quand même significatif. Entre autocrates, on peut arriver à s'entendre au bout de 20 ans. Et on va en reparler en tout cas du rôle que peut avoir Erdogan dans cette affaire. En tout cas, du pur point de vue de la négociation, en tout cas, c'est une bonne étape, c'est une première étape. C'est en tout cas ce que dit l'ONU. Écoutez. Aux représentants de la Fédération de Russie et d'Ukraine, nous sommes passés au-delà de nombreux obstacles. Nous avons mis nos différences de côté et vous avez réussi à servir l'intérêt commun. Pour le bien-être de l'humanité, ça a été le moyen d'avancer ensemble vers l'humanité. La question n'est pas de savoir si c'est bien pour les uns ou pour les autres, mais ce qui compte pour le monde entier. Gala Ledieu, quand on entend ça, on entend que c'est une première étape. Est-ce que ça vous fait peut-être espérer que quelque chose se passe dans le pays, que cette première étape, en tout cas de négociation sur le blé, puisse aboutir à une diplomatie un petit peu plus efficace aussi sur le terme militaire et que les Ukrainiens puissent reprendre un petit peu espoir ? Peut-on négocier avec celui qui tue vos enfants? Peut-on serrer la main à celui qui vise votre maison et qui la détruit? Et est-ce que malgré... Je comprends particulièrement cette problématique du blé. Le monde en a besoin. C'est bien que les bateaux ukrainiens puissent quitter les ports et aller alimenter les pays en souffrance. En même temps, je ne peux pas voir ça comme un espoir. Mon espoir, c'est l'Ukraine libérée et la victoire totale de l'armée ukrainienne. Certes, c'est une réponse émotionnelle, direz-vous, mais en même temps, quand on a vaincu Hitler, on a mis dehors tous les fascistes. Et la France, et l'Europe, et le monde a été libéré. Mon espoir est là.
Mais si je vous pose cette question, c'est parce que je voulais vous montrer une image, notamment. Regardez ce qui se passe dans le port d'Odessa. C'est l'un des 3 ports, du coup, qui est prévu dans cet accord. Port que l'on démine, preuve que l'on met bien en place, du coup, ce que l'on a promis, en tout cas qu'on essaye, en tout cas, de mettre en place une première étape. Ça veut dire que c'est une belle promesse sur le papier, mais que tout de même, quelque part, on avance sur ce dossier du blé. Ça a été écrit, mais on y arrive. Écoutez, moi je suis très sceptique dans cette affaire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'offensive russe en Ukraine n'a pas cessé, qu'elle continue, que le président Poutine a déclaré que ses objectifs n'étaient pas simplement le Donbass, mais des objectifs beaucoup plus ambitieux. Deuxièmement, cette histoire de blé a été, à mon avis, dilatée par les médias. Il faut quand même se souvenir que l'Ukraine ne représente que 10% du commerce mondial du blé. Il y a encore 90%. Et la même chose pour le blé. Par conséquent, il faut relativiser l'accord sur les céréales, qui est un accord bizarre, le moins qu'on puisse dire, qu'on n'a jamais vu ça. Pourquoi vous le jugez bizarre ? Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a 2 accords, en fait, un avec les Ukrainiens et l'autre avec... A priori, c'est 2 fois le même document. Ils ne voulaient juste pas signer le même document. Oui, bon. Enfin, c'est quand même assez étrange. Et le rôle de la Turquie, comme vous le disiez vous-même, est quand même positif. Mais quelles sont les idées qu'il y a derrière ça? Et enfin, il va falloir voir ce qui se passera après le déminage du port de Odessa. Est-ce que ça n'est pas une façon de préparer une invasion russe par la mer Noire? Donc je suis pas très pessimiste, mais je ne suis pas très optimiste sur l'avenir de cet accord. D'abord parce que ça n'affame pas le globe, enfin l'absence de maïs ou de blé ukrainien n'affame pas la planète. Ça représente 10%. Ces 10%, ça fait augmenter les prix, ça c'est vrai, mais ça n'affame pas la planète. Et puis, ce déminage m'inquiète un peu parce qu'il y a les objectifs qui ont été donnés par Poutine d'élargir le conflit sans donner de limite. Et continuer à considérer que l'Ukraine n'est pas un État, n'existe pas. Le fait qu'il n'y ait pas eu de signature, qu'il ne se soit pas serré les mains, ça veut dire que la Russie dénie à l'Ukraine le statut d'État. Mais ça ne change rien, l'accord ne change rien. Donc voilà pourquoi je ne suis pas très optimiste. Et vous qui êtes sceptique, écoutez, dites-vous que c'est pareil du côté de Kiev, parce que Marie-Aline Mélier et Éric Jossès sont nos envoyés spéciaux sur place, et là-bas aussi, forcément, on a du mal à y croire. C'est très clair pour les Ukrainiens ici à Kiev. Comment croire que les Russes, qui n'ont jamais tenu parole en 5 mois de guerre, pourraient respecter l'accord qui a été conclu hier? Voilà ce que nous ont confié tous les agriculteurs, les fermiers que nous avons rencontrés ici dans la région de Kiev. Certes, certains espèrent que les 20 à 25 millions de tonnes de blé et de maïs qui sont bloqués en Ukraine pourront être exportés depuis la mer Noire dans les jours qui viennent. Il en va de la survie de leur exploitation entre les récoltes passées et celles à venir. 10 milliards de dollars, voilà ce que représente le stock de céréales selon Volodymyr Zelensky qui se méfie des provocations de Moscou. Certains fermiers que nous avons rencontrés, eux, se méfient de la Turquie accusée de jouer double jeu entre Kiev et Moscou. Ce qui est sûr, c'est que l'inquiétude des Ukrainiens est légitime. Washington a d'ores et déjà fait pression sur la Russie pour qu'elle mette en œuvre l'accord dans les plus brefs délais. Alors oui, effectivement, peut-on vraiment y croire? Et c'est vrai que Vladimir Poutine a déjà fait des annonces pour ensuite ne pas forcément tenir ce qu'il a dit. Écoutez ce qu'en pense Patrick Martin-Jeunier. Jusqu'à présent, on a été habitué à ne pas faire confiance à la Russie. Il y a des risques effectivement qu'ils continuent à voler du blé, à ce qu'ils les exportent, les vendent. D'ailleurs, M. Lavrov, ministre des Affaires étrangères, se rend immédiatement en Égypte pour une tournée et également en Afrique. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt personnel de la Russie. Donc il faut espérer de ce point de vue-là qu'ils pourront le respecter. Les États-Unis ont été extrêmement stricts. Ils verront si effectivement la Russie accepte et applique de façon honnête cet accord. Christian Maigrelis, je me retourne vers vous parce que c'est vrai que c'est quand même une habitude toute russe d'annoncer et de ne pas beaucoup tenir. Oui, alors il y a aussi un aspect
qu'il faut considérer dans cet accord, c'est l'aspect de l'engrais russe. Les Russes sont des très gros producteurs d'engrais. Je crois que c'est parmi les premiers producteurs d'engrais du monde. J'en sais quelque chose puisque nous avons rénové nous-mêmes toutes les usines d'engrais russes, en particulier dans le sud de la Russie, en Ukraine, il y a une dizaine d'années. Les Russes exportent pour l'essentiel leurs engrais à travers Odessa. Ça a toujours été la tradition. Le pipeline qui va de Togliatti à Odessa est un pipeline d'ammoniac à moins 30 degrés. C'est le seul pipeline d'ammoniac avec celui du Texas. Et les usines de Togliatti, de la région de la Volga, ont donc besoin absolument d'Odessa pour reprendre leurs exploitations. Or, le premier producteur d'engrais d'ammoniac du monde à Togliatti, qui s'appelle Togliatti Azote et que je connais fort bien, exporte à travers le pipeline. Aujourd'hui, il ne peut pas exporter. Il a 7 fourneaux. Sur les 7, il y en a 6 qui sont fermés. Les gens sont en chômage. Ça fait une crise énorme à Togliatti. Et par conséquent, l'intérêt des entreprises d'engrais russes est vraiment que Odessa se rouvre pour exporter l'engrais. On parle des céréales, il faut aussi considérer l'engrais, qui est pour la Russie un produit stratégique. Moi, je crois que c'est effectivement le point le plus essentiel. Autant la production céréalière ukrainienne n'est pas marginale, mais elle n'est pas si importante que ça. Par contre, la capacité de fournir des engrais aux agricultures africaines qui sont en train, alors que nous sommes en hivernage, de préparer la récolte à venir, sont déterminantes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, président du Sénégal, s'est rendu à Sochi. Et c'était ça l'argument, c'est que ce n'est pas tellement la production agricole, mais les engrais. Et là, pour le coup, ça n'impacte pas seulement l'Ukraine, mais la Biélorussie et la Russie. Vous avez raison de rappeler que cet accord est bénéfique pour les deux parties. L'Ukraine, parce qu'elle va pouvoir exporter ses 25 millions de tonnes. Elle avait déjà commencé à le faire à travers un certain nombre de ports, notamment grâce au soutien de la Roumanie par les ports fluviaux, le Danube, étant utilisé de manière plus active depuis plusieurs semaines. Mais évidemment, ce qui est important, c'est le fait, encore une fois, je le répète, que cet accord permet à la Russie d'éviter de nouvelles sanctions concernant sa production agricole. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Michel Rumi, est-ce qu'on a une idée quand même de ce que ça représente, ces exportations, le fait qu'elles puissent reprendre? On a beaucoup parlé de la faim qui s'était aggravée et du coup d'un nombre de populations assez conséquent qui étaient touchées par ce blocage du blé. Est-ce qu'on sait un petit peu aujourd'hui dire combien ça peut relâcher? Est-ce que le prix du blé va baisser rapidement? Non, le prix du blé a baissé. La difficulté, c'est qu'à travers cet accord, plusieurs enseignements que je vois et avec leurs limites aussi. Première des choses, c'est qu'on met en face d'un ministre, on va dire, de l'Agriculture, un ministre de la Défense. Donc, première des choses, le premier message, c'est qu'on on militarise l'aspect alimentaire. Donc, premier effet. Deuxième chose, cet accord est sous l'égide de l'ONU et de la Turquie. Donc, d'une certaine manière, il convient de dire que les responsables, d'une certaine manière, on met l'ONU et la Turquie devant leurs faits. Donc, d'une certaine manière, on ose, et sachant que les Ukrainiens n'ont pas très confiance dans les Russes, on reporte d'une certaine manière la résolution d'un éventuel conflit sur les Nations Unies et la Turquie. Concernant la Turquie, je pense que ça renforce encore plus cette notion elle tient à avoir le rôle d'une puissance régionale et elle veut être incontournable dans la région, aussi bien avec l'Iran qu'avec le Moyen-Orient, etc. Donc ça renforce encore à cet aspect-là. Et puis au niveau de la Russie, ce qui est très important, c'est une politique de communication, au-delà bien sûr des aspects économiques qui viennent d'être évoqués, mais c'est surtout de dire, vous voyez vis-à-vis des pays africains, on fait des efforts, on ne tient pas, on vous écoute, parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les pays africains n'ont pas pris de mesures contre la Russie, et donc d'une certaine manière, on leur dit, on comprend vos problématiques, et donc bientôt vous aurez du blé, des céréales et des engrais pour permettre votre aspect-là. Et donc au niveau aussi ukrainien, c'est aussi le fait de désengorger un peu les silos, parce que on récolte le blé en juillet-août, il faut refaire, on va dire, la récolte, les moissons, et donc c'est tout cela, tout le monde a intérêt à y gagner, et c'est ça qu'il convient voir. Et puis dernière chose, c'est pragmatique.
Aussi bien on a vu M. Biden aller en Arabie Saoudite, autant là, on voit bien que c'est pragmatique. On va dire que on laisse de côté un peu une certaine morale. On va dire ça comme ça. Si je vous suis bien, général, ça veut dire que personne n'a intérêt finalement à ce que ce blé soit bloqué et stocké, ni même la Russie finalement, dont on pensait à un moment que c'était un moyen de pression sur la diplomatie, finalement, pas réellement. Tout à fait. D'abord, il faut se rappeler que la Russie est le premier exportateur mondial, avec 20% du blé total, et qu'effectivement, l'Ukraine, c'est à peine 9%. Donc elle avait intérêt effectivement à exporter. Et les engrais, parce qu'on parle toujours du blé, c'est vrai, on parle beaucoup de blé, mais pas beaucoup des engrais. Mais c'est vrai que c'est peut-être le plus important. Déjà, vous m'avez appris beaucoup de choses. Déjà, je ne savais pas tout cela. Deuxième temps, sur le rôle de la Turquie, rappelons-nous quand même que la Turquie est le 3e importateur mondial de blé, qui vient de Russie et d'Ukraine. Donc, s'il peut expliquer peut-être la commission obtenue, entre guillemets, de l'intermédiaire, on ne sait jamais. Si on sait. Si on sait. Un autre point, c'est vrai que sur l'instrumentalisation du blé comme arme alimentaire, je partage tout à fait ce qu'a dit M. Megrelisz il y a quelques instants. Je crois que les Occidentaux ont beaucoup joué là-dessus, alors que la réalité était beaucoup plus économique et pragmatique. Donc, on a mobilisé les consciences pour faire pression, mais je ne pense pas que ni les Ukrainiens ni les Russes, de ce côté-là, aient beaucoup d'intérêts moraux sur la question. Ils sont là surtout pour satisfaire leurs besoins. N'oublions pas que quand même c'est de l'exportation, ce qui veut dire rentrée de devises, aussi bien pour les Ukrainiens que pour les Russes. Et dernier point quand même, pour revenir au déminage d'Odessa, c'est vrai que c'est une menace mise en avant par les Ukrainiens depuis longtemps, d'une opportunité pour les Russes de débarquer. Rappelons-nous quand même que pour débarquer dans un port ou sur une plage, il faut des troupes professionnelles, que l'armée russe ne comporte que 12 000 fantassins de marine, oserais-je dire, et que beaucoup ont été utilisés dans les combats en Ukraine et ont subi de lourdes pertes. Nous avons oublié le nombre de navires qui ont été détruits par les forces ukrainiennes, ce qui fait que même en termes de péniche de débarquement, les Russes ne seraient pas capables, avec les moyens actuels, à mon avis, de débarquer et de prendre Odessa d'assaut, par manque de moyens navals, d'abord qui pourraient être détruits, on a vu ça avec les missiles, notamment Neptune, donc finalement... par le satellite, on sait quand les navires arrivent, ils vont être détruits tout de suite, et qu'il y a très peu de force pour le faire. Donc cette menace supposée, il faut la prendre en compte, mais elle me semble peu crédible. En tout cas, cet accord, il va falloir désormais le mettre en place, et c'est là que ça pêche un petit peu du côté des Américains. Écoutez. Nous saluons l'annonce de cet accord sur le principe, mais ce qui nous importe maintenant, c'est de tenir la Russie pour responsable de la mise en œuvre de cet accord et de permettre aux céréales ukrainiennes d'atteindre les marchés mondiaux. C'est vrai finalement, qui est-ce qui va désormais mettre en place cet accord de manière à ce que tout se passe dans les meilleures conditions? C'est la Russie qui doit s'en charger? Est-ce que c'est l'Ukraine qui doit le chapeauter? Ça semble peu probable. Est-ce que c'est l'OTAN? Certainement pas. Est-ce que c'est les États-Unis qui doivent avoir un droit de regard là-dessus? Comment ça peut se passer désormais? Alors vous avez oublié le seul qui est chargé de cet accord, puisque c'est inscrit dans l'accord, c'est la Turquie. C'est la Turquie qui va mettre en place cet accord. Premièrement, c'est 4 bateaux turcs qui vont accompagner, 4 bateaux militaires, qui vont accompagner les bateaux ukrainiens et russes qui vont sortir des 2 détroits. Je rappelle que la Turquie, depuis la Convention de Montreux, ferme et ouvre le détroit des Dardanelles et le détroit du Bosphore. Deuxièmement, la Turquie a fait une offre pour que ce soit elle qui démine le rail maritime qui aille de Constanța, qui va de Constanța, d'Istanbul, Varna en Bulgarie, Constanța en Roumanie, puis Odessa. Et puis, comme ça a été évoqué, les États-Unis mettent en demeure la Russie de faire respecter l'accord, alors que la Turquie, membre de l'OTAN, est celui qu'elles auraient dû mettre en demeure, ou en tout cas appeler à ce que cet accord soit mis en place. De ce point de vue, on voit bien que la Turquie est le vrai cheval de Troie dans cette affaire. Ce fut le cas à l'occasion des négociations sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Ils avaient donné leur accord à Madrid. Il y a quelques heures, ils ont dit qu'ils pourraient revenir sur leur accord, à condition que la Suède et la Finlande leur remettent 73 ressortissants turcs qu'ils estiment devoir revenir dans leur pays, notamment des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan et du parti de Fethullah Gülen. On voit bien que la Turquie a la maîtrise de cet agenda, à la fois pour la Turquie et la Russie. D'ailleurs, un certain nombre de bateaux russes remplis de blé ukrainien. On estime qu'il y a pour l'instant 100 000, mais je suis peut-être un peu en dessous de la réalité, 100 000 tonnes de blé ukrainien qui ont déjà été volées par les Russes, mais qui ont quand même transité par les détroits. Donc la vraie question, c'est est-ce que la Turquie va mettre en application cet accord? Elle a tout intérêt à le faire. Et comme l'a expliqué François, quelles sont les
contreparties qui lui ont été promises. Et vous l'avez dit, effectivement, le rôle de la Turquie, il a été primordial. Et même Vladimir Poutine a salué les efforts d'Erdogan. Écoutez. Je tiens à vous remercier pour les efforts de médiation et d'avoir fourni une plateforme de négociation sur les problèmes alimentaires et l'exportation de céréales. Grâce à votre médiation, nous sommes allés de l'avant. Toutes les questions ne sont pas encore réglées, c'est vrai, mais il y a du mouvement et c'est une bonne chose. Christian Maigrelis, ça veut dire que Erdogan, ça y est, c'est le nouvel homme fort dans ce conflit. C'est lui qui peut faire pivoter un petit peu tout ce qui se passe actuellement en Ukraine? Mais il voudrait bien le faire, et il fait tout. Peut-il y arriver? Pour y arriver, il y a eu la fameuse réunion de Téhéran avec Poutine et lui. Maintenant, il y a l'accord sur les céréales. Il y a le contrôle des détroits, qui est évidemment fondamental. Donc, c'est le seul qui a actuellement les armes en main pour réussir à endiguer ce conflit. Reste à savoir si il va jouer le jeu de la neutralité ou s'il va s'associer à la Russie pour terminer l'affaire ukrainienne le plus rapidement possible. On n'en sait rien. C'est une issue probable, selon vous? Oui, ce qui n'est pas improbable du tout. Est-ce que c'est pas étonnant de voir Poutine confier un peu les clés de cette négociation à l'un des membres de l'OTAN, qui est, on le sait, quand même un Vous savez, la relation entre la Turquie et la Russie, c'est une histoire, il faudrait parler des heures là-dessus, ça dure depuis des siècles. C'est une histoire d'alliance et de méfiance. Ça a toujours été comme ça depuis la fin de la Horde d'Or, et ça continue aujourd'hui. Michel Rumi, on vous libère parce qu'on sait que vous devez partir. En tout cas, nous, on reste bien ici parce que dans un instant, on va rester en Ukraine où l'on attend impatiemment des nouvelles armes promises par les États-Unis, des lance-roquettes très sophistiquées, et il y en a pour 270 millions de dollars. A tout de suite. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Prochaine sortie, votre programme. Avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. Regardez, nous sommes dans l'avenue principale qui a été largement détruite. Voici ce qui s'est passé ici à Kiev. Nous sommes tout près du périphérique. Et dans cette direction, il y a en ce moment même des combats entre soldats russes et soldats ukrainiens. Et on entend très régulièrement ces tirs d'artillerie lourde. Les Russes étaient ici il y a encore un peu plus d'une semaine. Ils ont quitté la ville. Les positions ukrainiennes sont dans la région. On ne va pas évidemment vous dire précisément où. Nous découvrons ici l'avenue principale de Borodianka. Dès qu'elle est entrée chez Spoticar, j'ai su qu'on allait vivre plein de choses ensemble. Et que si on m'avait aussi bien révisé et préparé, c'était pour le jour où elle aussi serait prête pour moi. Spoticar, l'un des plus grands réseaux de voitures reconditionnées en France. Plus de 40 000 véhicules disponibles immédiatement, en ligne ou en concession. Spoticar, nos voitures n'attendent plus que vous. La voiture est prête. On prend la mienne. C'est pas mon genre. Ah, un décapotable. Alors, je suis électrisé. Nouvelle Fiat 500, des 139 € par mois sans condition de reprise. Déjà plus de 80% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous? Ce gummy n'est pas un bonbon. C'est un bon boost pour préparer et sublimer votre bronzage. Le bon boost, c'est Nova Boost. Le bon boost, c'est Nova Boost. Comment réduire notre utilisation du plastique? Comment faire au quotidien pour devenir plus responsable? Do it like this. Alors t'as sauvé le monde? On a tous le pouvoir d'agir au quotidien. Merci aux 36 000 clients Engie qui ont participé au challenge de réduction de consommation d'énergie avec mon programme pour agir, ce qui a permis d'économiser l'équivalent de 139 tonnes de CO2. J'agis avec Engie. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malussés. Prochaine sortie,
Votre programme. Avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. 11h27 de retour sur LCI, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on parlait à l'instant de cet accord signé entre la Russie et l'Ukraine sur les exports de blé ukrainien. Pas facile malgré tout cette négociation parce que, regardez cette image. Lors de la signature de l'accord, la Turquie a appelé le représentant russe à approcher pour, on ne sait pas, une poignée de main peut-être ou une photo afin de marquer l'accord dans la communication. Mais évidemment, ce représentant ne viendra jamais. On est bien conscient ici, général, que quand on voit, regardez, ce qui se passe, c'est-à-dire l'impossibilité de la Russie et de l'Ukraine de même s'approcher, finalement, là, on a beau avoir un effort diplomatique qui a pu faire avancer les choses, on est quand même franchement loin encore d'avoir un dialogue franc et serein entre les deux pays. Ah, mais il n'y aura pas de dialogue. Si, le dialogue est franc. Il est franc, mais il est très mauvais. C'est très franc. On se hait, on ne fera la paix que quand l'autre sera battu. Voilà, donc c'est très clair. C'est une lutte à mort. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, on est entré dans une lutte à mort. Tout à fait, on est dans une lutte à mort et en plus, les images sont extrêmement parlantes. C'est passionnant, les images. Quand on les regarde, on voit bien les tentatives pour essayer de figer une situation et après l'interpréter. Et là, elle est bien figée parce qu'ils ne seront pas ensemble sur la photo. Et c'est ce qui fait la force finalement de ces grandes négociations. Ce sont des messages, je dirais, pas subliminaux, visuels, qui clarifient parfaitement les relations entre les uns et les autres. Et le fait qu'il y ait eu deux documents parfaitement identiques, mais qu'il était techniquement possible de signer, mais absolument impossible philosophiquement de signer de leur main sur le même document, montre aussi qu'on est un petit peu quelque part dans un blocage. Est-ce que ça vous fait peur de voir qu'on a du mal encore à négocier et que pour le peuple ukrainien, on ne se dit pas du tout qu'il y a urgence du point de vue diplomatique? Je pense que le peuple ukrainien ne voit pas du tout l'issue de cette guerre à travers ce genre de négociations qui sont certes nécessaires pour le blé, on l'a déjà évoqué, mais enfin, quelle négociation? Comment peut-on négocier à ce stade-là? La négociation, c'est d'abord, on arrête de tirer sur les civils, on arrête de détruire des hôpitaux, des écoles, on arrête de tirer, et là, on peut s'entendre. J'entends ce que vous dites, mais malgré tout, est-ce que ce n'est pas un peu illusoire de penser que ça peut se produire comme ça? Et malgré tout, ça veut dire qu'on ne laisse pas une chance à la diplomatie tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Non, on est quand même obligé de se dire qu'il faut parler. Il faut croire que la diplomatie, à ce stade-là, puisse faire avancer la pensée russe, s'il y en a, étant donné ce qu'ils font. Mais quand vous voyez... Oui, Emmanuel Dupuy, vous direz... Oui, non, je veux juste relativiser ce dont nous parlons. Il s'agit juste d'un accord commercial. Ça ne va pas mettre fin à la guerre. C'est juste pour essayer d'éviter que la population ukrainienne ne puisse bénéficier de la manne financière, ça a été rappelé, les 1 000 milliards de dollars, des 25 millions de tonnes, ce qui est quand même nettement moins que la récolte précédente. La récolte précédente, c'était 33 millions de tonnes. Donc il y a, entre guillemets, un manque à gagner dans une situation qui est évidemment dramatique. 40% du PIB ukrainien se trouve obéré par le conflit. Donc c'est avant tout un accord commercial. Ça ne met pas fin à la guerre. Justement. Ça n'ouvre pas, je crois, hélas, la possibilité d'un dialogue franc et serein, comme vous le disiez, franc et direct, comme vous le disiez. Ça ne fait que confirmer l'idée selon laquelle la Russie ne pourrait faire confiance qu'à la Turquie comme possible médiateur, et ça ne fait que confirmer pour nous que toutes les tentatives de médiation que nous avions engagées avec Vladimir Poutine passent désormais par la Turquie. C'est ça qu'il faut retenir. Justement, ce que je suis en train de dire là en plateau, c'est est-ce qu'on n'est pas là en train de débattre de ce qui se passe au niveau du blé, et c'est formidable pour l'ensemble de l'alimentation mondiale, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier à travers ça un petit peu ce qui se passe sur le terrain pour la population ukrainienne, notamment parce que dès qu'il y a un gros point d'achoppement comme ça, là, hop, l'accord, le solde, et finalement, on se retrouve dans un conflit qui peut durer parce que finalement, avoir des morts tous les jours et des frappes tous les jours, ça devient quelque chose d'assez commun. Et comme il n'y a plus de gros points d'achoppement avec le blé, ça passe. Je ne pense pas qu'il y avait un point d'achoppement sur le blé. Il y a un accord commercial. C'est comme des semaines qu'on parle de cette question. Mais ça ne change rien du tout de la politique russe en Ukraine, rien du tout. Justement. Et les objectifs de la Russie, aujourd'hui, c'est la russification de l'Ukraine. On le voit dans tous les territoires. Poutine a dit qu'il allait étendre l'accès au passeport russe à l'ensemble de la population ukrainienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il considère que l'Ukraine n'est pas un État, mais une province en rébellion.
Voilà. Ça veut dire... ça, il n'a pas changé d'un iota depuis le début. Si je suis votre raisonnement, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle du point de vue du blé, mais qu'en fait ça va s'en tenir là, et que ce n'est pas pour autant que la diplomatie va évoluer dans un sens favorable militairement. Ça n'a rien à voir. C'est ça qui est exceptionnel. Il a tiré ses engrais de l'affaire. Les fabricants d'engrais, qui sont une puissance économique considérable en Russie, poussaient pour qu'on puisse exporter les engrais par Odessa. Il a réussi ça. Non, mais on est dans l'effort de guerre. Très bien. On est en train d'entretenir la guerre indirectement, finalement. On soutient la guerre. Du côté russe que du côté ukrainien. Bien sûr. Voilà, donc c'est une économie de guerre qui se met en place, avec, curieusement, je ne crois pas qu'on l'ait vu dans... Si, on l'a vu dans le passé, il y a un ouvrage que je suis en train de lire, effectivement, sur l'argent nerf de la guerre. On voit que, même au XXe siècle, il y a eu des accords avec certains pays pour se faire fournir des matières premières, pour continuer à faire la guerre, et ainsi de suite. On est dans la même logique aujourd'hui. Ça fait partie du nerf de la guerre. Il faut de l'argent pour faire cette guerre, que ce soit du côté russe ou du côté ukrainien. Donc, là, vous avez un accord type, sauf qu'il est à la face du monde, alors qu'avant, c'était plutôt discret. Vous me tendez une perche parfaite, parce que si vous me dites que l'argent est le nerf de la guerre, moi j'ai un chiffre à vous donner, celui de 270 millions de dollars supplémentaires d'armes américaines bientôt livrées à l'Ukraine. Une aide évidemment particulièrement bienvenue pour l'armée de Kiev. Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky ne cesse d'en demander des armes. Catherine André, qu'est-ce qui est compris finalement dans cette nouvelle livraison d'armes américaines ? Eh bien, il y a notamment des fameux HIMARS, les lance-roquettes multiples, qui sont des armes absolument redoutables, très craintes justement par les Russes. On va voir leur effet de ces HIMARS, ces lance-roquettes multiples. Ici, on est à Kherson. C'était il y a une quinzaine de jours, un dépôt de munitions russes qui a été touché donc par une frappe de lance-roquettes multiples. Alors, pour faire un point sur les chiffres, il y avait déjà 12 HIMARS, 12 lance-roquettes multiples qui avaient été livrés. Il y en a 4 supplémentaires qui vont ou ont été livrés sur le champ de bataille par les Américains. Et au total, donc, il y a 16 HIMARS qui vont être disponibles donc pour les Ukrainiens. Et effectivement, on se rend compte que c'est une très très mauvaise nouvelle pour les Russes, parce que les dégâts infligés sont particulièrement importants. Il y a eu notamment, grâce à des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on peut voir qu'il y a eu des frappes dans la région de Kherson, des frappes un petit peu plus au centre autour de Zaporijjia, et également évidemment dans le Donbass, là où les Russes concentrent leur effort de guerre. Il y a eu notamment un dépôt de munitions qui a été touché par justement un tir de HIMARS, dégâts très important pour les Russes. Et selon Washington, eh bien, il y aurait une centaine d'installations militaires de haute importance qui auraient été visées par ces tirs de lance-roquettes multiples. Mais Catherine, est-ce que ça change vraiment la donne finalement sur le champ de bataille ? Non, parce que le front il fait 800 km, ça ne change pas la donne, mais tout de même, ça désorganise considérablement la logistique des Russes. Par exemple, dans la région de Kherson, on sait qu'il y a un pont qui était stratégique, qui permettait aux Russes de ravitailler leurs troupes, qui a été visé par un tir. Regardez les dégâts, des dégâts colossaux sur ce pont. Et dorénavant, eh bien, sur ce pont, la logistique des Russes est considérablement ralentie. Et c'est bien là, d'ailleurs, ce que visent aujourd'hui les Ukrainiens, ralentir les Russes avec cette portée. Les HIMARS, c'est 80 km de portée. Avant, ce type de frappe dans la région de Kherson, sur le pont, aurait été impossible avec les armes dont disposaient les Russes. Par exemple, c'est seulement 40 km de portée pour les canons français César. Les HIMARS qui permettent donc des tirs longue portée, qui sont devenus une priorité pour les Russes. Priorité à être détruits, c'est ce que dit le ministre de la Défense. Il faut détruire ces armes de longue portée. Et selon les Russes, il y aurait 2 HIMARS qui auraient été détruits, évidemment. Tout ça n'est pas prouvé. On attend des vidéos qui permettraient d'attester cette information de la part des Russes. Merci beaucoup Catherine André pour votre clarté générale. Les HIMARS ou HIMARS, ça dépend comment on le prononce. Selon vous, ça peut faire une différence, justement, comme on le voyait avec Catherine à l'instant ? Oui, parce que ce sont des armes de haute précision, c'est-à-dire que, je dirais, en gros, une roquette, une cible. C'est cibler exactement là où on veut tirer. Ensuite, l'avantage aussi, dans le cas d'une offensive éventuelle, c'est que ce sont des armes tellement précises, ça leur permet de tirer à proximité des troupes amies, jusqu'à 200 mètres devant. Ce qui fait que dans le cas d'une contre-offensive quelque part, pour finir à répondre à votre question après, ça pourrait être très utile. Ensuite, les cibles visées, on voit que ce sont des cibles dites molles pour l'instant, c'est-à-dire des dépôts de munitions, des dépôts de carburant. C'est des roquettes ou des missiles destinés à frapper des cibles faiblement protégées.
Donc la DCA, par exemple, voilà. Donc maintenant, est-ce que ça peut être utile? Oui, ça peut être utile. D'abord, ça t'a très bien expliqué. La logistique aujourd'hui russe est obligée de se disperser. Donc on allonge d'abord les distances pour approvisionner les forces. On est obligé de les mettre plus en retrait parce qu'on voit bien que si on est capable de tirer à tel endroit, ça veut dire que le renseignement circule et que donc que tout ce qui est logistique va être détruit. Voilà. Donc ensuite, vous avez aussi quand même l'intérêt. Alors pour revenir directement à votre question, il faut concentrer les efforts. Concentrer les efforts, ça veut dire que si on en a 16 ou 20, on va les mettre à un endroit bien précis sur peut-être 20 km, 30 km de front et non pas sur les 1000. Or, aujourd'hui, on ne sait pas très bien où ils sont installés. On a une carte, on voit qu'il y a des frappes un peu partout. Si on veut avoir une efficacité militaire de l'ensemble de ces armes, il faut qu'elle soit concentrée à un endroit bien précis pour effectivement avoir une percée. Mais l'artillerie ne suffit pas. Il faut que derrière, les forces ukrainiennes soient rassemblées, donc prises du front, ramenées à l'endroit où on veut percer, par exemple Kherson, dont on parle, et qui là aurait une opportunité d'exploiter complètement l'efficacité de ces armes. Une vraie stratégie derrière l'armement, en fait. Oui, parce que l'armement, on en parle beaucoup, ça impressionne. On voit quand même des images très fortes de destruction. Mais il n'y a pas de guerre sans organisation, sans coordination, sans concentration des moyens et bien sûr une vision stratégique sur le terrain. Quel est l'effet qu'on veut obtenir? En l'occurrence, on veut percer la ligne russe. Pour percer une ligne russe, on ne le fait pas sur 1000 km. On va le faire sur 10 à 30, peut-être 50 km. Et je dis que moi, la zone sud aujourd'hui de Kherson, avec ce qu'on nous présente depuis plusieurs jours, l'exemple du pont par exemple, où on voit quand même un isolement des forces russes au nord du Dniepr, il y a un moment, elles vont peut-être obligées de partir, puisqu'ils n'auront plus de moyens de s'échapper si le pont est détruit. Et il n'y aura plus non plus arrivée de renfort. Donc, il y a une construction, ce qu'on dit façonner le champ de bataille, qui permettrait éventuellement, si les Ukrainiens arrivaient à se concentrer, que ce soit par les feux ou par les forces de manœuvre, à finalement récupérer, à reconquérir cette partie du territoire perdu au nord du Dniepr. Après, ça serait une autre affaire. Christian Megrelis, c'est l'ancien président ukrainien Petro Poroshenko qui le dit, il n'y a jamais assez d'armes. C'est-à-dire que même si ces armes ne sont pas perfectionnées, même s'il y en a peu, c'est toujours bienvenu dans un conflit où on est vraisemblablement un peu déséquilibré avec la Russie. On est très déséquilibré avec la Russie. Maintenant, les armes qui sont communiquées, qui sont livrées maintenant, sont quand même des armes de haute précision, comme vous le disiez, de grande qualité. Le tout, c'est de savoir si la formation des servants ukrainiens est suffisante. J'en sais rien, je ne sais pas comment fonctionne la formation du personnel. Ce sont des armes quand même sophistiquées, ça ne se manipule pas comme un revolver. Maintenant, globalement, je crois que les Russes vont être retardés, comme vous le disiez, ralentis, mais ils ne vont pas être arrêtés avec ça. Je crois qu'il y a une volonté à Moscou de terminer cette affaire, quel que soit le coût. Quel qu'en soit le coût, et de la terminer rapidement ou pas rapidement, mais de la terminer à l'avantage de la Russie. Ça veut dire que il faut, pour les Russes, il est vital aujourd'hui, pour terminer tout ça, que l'Ukraine devienne russe. Voilà. Emmanuel Dupuis, ce même Petro Poroshenko que je citais à l'instant, il dit que Moscou a déjà utilisé 60% de ses stocks de munitions et 70% de son stock d'obus. Malgré tout, on a affaire là à un réel affaiblissement de la force russe. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Si l'Occident continue de livrer des armes et de fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour répondre à la Russie, ça peut réellement faire pencher la balance. On voit que ça se rééquilibre. C'est un petit peu quelque part les vases communicants. Oui, mais Petro Poroshenko ne fait que répéter ce que le directeur de la CIA, William Burns, a indiqué, à savoir que, selon lui, 75% des forces armées terrestres ont été engagées en Ukraine et qu'elles ont été fortement atrophiées. Deuxièmement, il évoque le chiffre désormais non pas de 30 000, c'est le chiffre que les Ukrainiens mettent en avant parmi les victimes russes, mais de 15 000. C'est qui est à peu près équivalent à ce que les Russes ont perdu en Afghanistan en 10 ans. Vous l'avez aussi rappelé, les forces armées russes, ce sont du matériel, mais des hommes. Des milliers de lieutenants qui ont été tués, des lieutenants et capitaines, des centaines de colonels et des dizaines de généraux. Et ça aussi, ça impacte aussi dans la capacité organisationnelle de la Russie, qui est en train de reconstituer des régiments, mais des régiments qui sont constitués de ressortissants qui ne sont pas forcément que de la Russie slave, qui sont de l'ensemble du territoire, avec des difficultés de retrouver la cohésion opérationnelle avec des régiments qui viennent de Toula, qui viennent de Bouriatie, qui viennent de Sibérie ou qui viennent des républiques du Caucase Nord. Une étude très intéressante évoque le fait qu'il y a une surreprésentation des marges de l'Empire, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, ce qui rend encore plus difficile la capacité d'adhésion alors que la Russie n'est pas en guerre.
Donc ça aussi, c'est un élément important. Mais je crois qu'il est absolument déterminant d'avoir non seulement une logique de très haute précision pour ces armes, car il ne pourra jamais y en avoir autant que du côté russe. 2400 pièces d'artillerie russes sont engagées en Ukraine. Il n'est pas question que les Américains livrent. Ils n'auraient pas la capacité, et nous encore moins. Je rappelle que nous n'avons que 76 César, et nous n'allons pas tous les livrer à l'Ukraine. Nous en avons déjà livré potentiellement 16, si le chiffre est exact. Enfin, à l'avenir, en définitive, 16. C'est le chiffre que j'ai aussi. Bon, alors, après, la difficulté, c'est effectivement de faire la différence avec la haute précision du matériel qui était disposé. C'est la raison pour laquelle les Américains ont rajouté 270 millions, mais 270 millions, ce n'est pas grand-chose. Le vrai chiffre, c'est que désormais, les Américains ont, depuis le 24 février dernier, consacré près de 8,2 milliards de dollars pour l'armement en Ukraine, ce qui est quand même 2 fois le budget de l'armée ukrainienne avant le conflit. Général, on parlait à l'instant de la formation des soldats ukrainiens. C'est vrai que toute cette artillerie qui arrive et ces technologies qui sont plus perfectionnées que ce que l'armée ukrainienne avait l'habitude d'avoir. Là aussi, il faut y répondre et là aussi, c'est un enjeu auquel on a parfois du mal à pallier. Parce que une fois que les technologies sont sur place, comment arrive-t-on à former les Ukrainiens? Est-ce qu'on y arrive tout simplement ou est-ce qu'ils doivent un petit peu faire avec ce qu'ils reçoivent? Alors déjà, il faut bien se rendre compte que les servants des pièces sont formés hors d'Ukraine, à la date d'aujourd'hui, notamment en Grande-Bretagne. Tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il y en a aux États-Unis, mais la Grande-Bretagne s'est engagée énormément dans la formation, alors, pas uniquement sur ce type d'armes. Donc, il y a une formation. Je pense même que d'ailleurs, aux frontières de l'Ukraine, dans les pays voisins, il doit aussi y avoir de la formation, sans qu'on ait de détails très précis. Mais il y en a. Ensuite, un équipage de ce type, c'est 3 hommes. En revanche, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'autour de ces 3 hommes et de cette pièce, il y a une unité. Cette unité, c'est une trentaine d'hommes, c'est-à-dire des personnes capables d'identifier les cibles, d'assurer la sécurité, d'assurer la logistique. Donc, vous voyez, l'individu dont on parle beaucoup, ou l'équipe, c'est facile, mais après, il faut apprendre à travailler ensemble. D'abord au niveau, je dirais, d'une section, si c'est pas trop barbare ce que je dis, après d'une compagnie et après d'un régiment, de telle façon que vous ayez une action coordonnée. Donc, vous avez une formation individuelle, une formation collective au niveau de la pièce et une formation collective au niveau de la tactique. Donc effectivement, là, alors où ça se passe en Ukraine, je pense qu'en Ukraine, on forme forcément sur le terrain ces unités, sans pouvoir l'affirmer totalement, parce qu'il y a quand même des risques. En revanche, que ces unités... Mais je crois que les Britanniques ont dit qu'ils formaient plusieurs milliers d'Ukrainiens chez eux. Donc je pense que la formation collective se fait au moins dans ce pays-là, sinon dans d'autres. Et petit rectificatif, effectivement, les Américains forment à Berlin. Deuxième rectificatif, c'est bien 18 canons César, me dit-on. Vous aviez raison, général. Il m'en manquait 2. Il vous en manquait 2. Il y a un autre thème dont je voudrais vous parler. C'est aussi cette guerre cachée qui se joue finalement sans que quiconque, ou presque en tout cas, en ait connaissance. C'est celle des services d'espionnage. Parce que, selon le MI6, les renseignements britanniques, près de 400 agents russes sous couverture ont été expulsés du continent. Écoutez. Across Europe, roughly half, at last count, something north of 400 Russian intelligence officers operating under diplomatic cover have been expelled. And we reckon in the UK that's probably reduced their ability to do their business, to spy. Christian Maigrelis, 400 espions, c'est énorme. Ils sont où? Ils opèrent comment? Alors vous me direz, le simple fait qu'on les identifie pas, c'est un peu le but d'un espion, mais 400, le chiffre semble astronomique. Écoutez, qui est espion, qui ne l'est pas? Est-ce qu'on a une définition de la nature d'un espion? Un espion, ça peut être un étudiant dans une université qui a l'accès à des laboratoires et qui envoie des informations. C'est un espion. Or, des étudiants russes, il y en a partout en Europe. J'en connais moi-même beaucoup. On ne sait pas si ces gens-là peuvent être employés comme espions ou pas. Et puis, il y a les espions dits professionnels. Alors là, c'est James Bond et compagnie. Là, je ne sais pas comment ils font, mais je suis sûr qu'ils sont repérés, qu'on les connaît et qu'on sait parfaitement ce qu'ils sont en train de faire. Et bien justement, général, comment est-ce qu'on arrive à les identifier finalement? D'abord, parce que je pense qu'il y a 2 niveaux. Il y a le niveau de l'ambassade, où effectivement, il y a un certain nombre de conseillers dont on sait qu'ils ont plus ou moins 2 ou 3 casquettes. On sait que parmi ces conseillers, ça se fait un peu dans toutes les ambassades, il y a forcément la composante, je dirais, renseignement. Mais c'est le rôle de toute ambassade. On parle toujours d'ambassade, diplomatie. Ah oui, non, la diplomatie s'appuie aussi sur du renseignement, d'environnement, d'ambiance, industrielle et militaire. Donc c'est normal. Maintenant, il y a les gens, comme on dit, je ne sais pas du monde du renseignement, donc je vais peut-être dire des bêtises, sous couverture. Là, maintenant, c'est l'information
infiltration au sein de la société civile. C'est quelqu'un qui est peut-être depuis 20 ans en France ou 30 ans en France et qui un jour dit il va être réveillé, un peu comme dans les films. Vous avez une excellente série, d'ailleurs je crois que Sergueï l'avait évoqué, c'est Les Américains. Une série qui voyait bien cette infiltration, une famille d'origine russe qui arrivait à s'implanter, mais c'est à l'époque soviétique, s'implanter aux États-Unis avec tous les codes. Bon, il est certain que c'est encore la même chose aujourd'hui. Et puis effectivement, après, vous avez bien sûr les différentes tentations. On dit maïs d'ailleurs, l'argent, les mœurs, l'ego, puis il doit en avoir un autre. C'est-à-dire que vous avez toujours l'être humain est corruptible, quoi qu'on puisse en dire. Donc il y a des personnes qui ne sont pas forcément russes, qui deviendront des agents russes, donc des agents d'influence. Mais je crois que toute la problématique, ça fait quand même des années qu'on expulse avec modération des agents étrangers, qui soient d'ailleurs russes ou autres, parce qu'on parle des Russes, mais les Chinois, ils sont quand même très présents, et beaucoup plus d'ailleurs dans les universités que dans le domaine militaire apparemment. Mais effectivement, les agents de renseignement ont toujours existé, il y en aura toujours, on en expulse régulièrement, on le fait avec plus ou moins de tact. Aujourd'hui, les Britanniques sont très forts, ils disent, ben voilà, il y en a tant, on les met dehors. C'est, je dirais, de bonne guerre en temps de guerre. Comment tolérer des ressortissants étrangers, au moins quand on sait qu'ils sont russes, sur le territoire national, quel qu'il soit, et qu'on sait que plus ou moins, ils vont faire du renseignement, surtout s'ils sont à l'ambassade. Bon, vous écoutez, c'est pas forcément le poignard caché dans le parapluie ou le cyanure dans le rouge à lèvres. Christian Maigrelis, quand même, ce cliché de l'espion russe, ça revient systématiquement. C'est une réalité, finalement ? Comme l'espion américain, comme l'espion chinois, c'est exactement la même chose. Ils se connaissent d'ailleurs entre eux, il y a des confréries. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans. C'est le devoir de tout État de savoir ce qui se passe à côté, et particulièrement chez ses ennemis. Vous avez raison, on est le monde du renseignement, n'oublions jamais d'ailleurs que c'est en temps de paix ou en temps de guerre, le renseignement est fondamental. Et toutes les impasses que les uns et les autres ont faites depuis des années, même si par exemple en France... Écoutez, je vais vous citer un exemple. Moi j'ai beaucoup travaillé à l'époque de Gorbatchev, et j'ai été en contact avec des grandes entreprises et des bureaux d'études d'entreprises soviétiques. Et je leur disais, mais comment est-ce que vous arrivez à, par exemple, fabriquer une copie du Concorde ? Le Concorde Ski, c'était une copie du Concorde. Bon, ils m'ont dit, c'est extrêmement simple. On envoie une note au KGB. Le KGB, on lui dit qu'on a besoin de tel dossier. Le KGB nous dit, OK, ça coûte tant, et vous l'aurez dans combien de temps ? Et on paye le KGB, et on reçoit le dossier à l'heure dite. Voilà, ça fonctionne. Je rajoute une remarque aussi, c'est qu'on parle beaucoup effectivement des Russes, on vient de parler un peu des Chinois. C'est pire. Nos alliés aussi font du renseignement chez nous, par exemple, ou vice-versa. Voilà, le renseignement n'est pas très moral, c'est les intérêts de la nation, quelle que soit la nation. C'est normal. Justement, nous sommes allés à la rencontre, Florian Litzler est allé à la rencontre de Julien, qui a été espion pendant 3 ans, français, donc dans un pays étranger. Ils étaient en confiance dans le cadre d'une soirée, au cours d'un dîner, après 2 verres de vin, ça parle. Enfin, oui, en rentrant chez moi le soir, je me dis là, la personne m'a raconté des choses qu'elle n'aurait vraiment pas dû me raconter. Donc on est très content pour le service aussi. On se dit j'ai récolté des choses. Par contre, si ça se sait que cette personne a donné ces informations-là, c'est dangereux pour tout le monde. Vous disiez James Bond à l'instant, on est clairement dans un film, Emmanuel Dupuis. Oui, alors par contre, le directeur du MI6 qui intervenait donc à l'occasion du sommet d'Aspen ne parlait pas tout à fait de ça. Il parlait des espions russes dans les ambassades, donc les correspondants. Mais il y en a d'autres. Pardon ? Mais il y en a d'autres, un peu partout. Oui, sauf que ceux dont il parlait, les 600, ils sont très identifiés. C'est les agents du SVR, le service de renseignement extérieur, ou les attachés de défense. D'ailleurs, vous avez dans chaque ambassade, dans tous les pays du monde, des attachés de défense qui sont par ailleurs rattachés à un service de renseignement. Nos attachés de défense sont aussi des représentants de la DRM, de la Direction du renseignement militaire. Les attachés de défense russes sont aussi des représentants du GRU, le service de renseignement militaire russe. Donc je crois qu'il est important d'avoir à l'esprit que, évidemment, c'est une guerre souterraine, dans laquelle d'ailleurs les Ukrainiens ne sont pas si mauvais. Ils ont un service qui est très influent. Le SBU, c'est 30 000 hommes, à peu près le même chiffre que le FBI. Quand vous comparez la différence de population, vous voyez qu'il y a un surinvestissement absolument considérable de la part des Ukrainiens, sans doute avec le soutien des Américains. Et puis surtout, avoir à l'esprit que le renseignement se fait aussi de manière virtuelle, de plus en plus, où le SBU est très fort dans toutes les logiques de contre-ingérence, notamment sur les réseaux sociaux, avec là aussi une campagne très active de la part des services de renseignement ukrainiens qui, par exemple, ont rendu public toute une série de données concernant les
troupes russes qui, à Boutcha, avaient commis les atrocités qu'on connaît. Donc c'est une guerre souterraine, mais une guerre souterraine dans laquelle les Ukrainiens ne sont pas le petit poussé, ils sont plutôt bons. Merci à vous quatre d'avoir été en direct avec nous sur ce plateau sur LCI. Dans un instant, c'est Sylvia Amicone qui reprend pour LCI Midi. Elle va évidemment revenir sur cet accord conclu entre la Russie et l'Ukraine sur les exportations de blé et au rôle d'ailleurs primordial qu'a joué la Turquie dans ce dossier. À tout de suite.